Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Chaque jour en France, plus de 100 personnes sont blessées sur les routes. Le nouveau spot choc de la sécurité routière fait témoigner ses victimes, ceux qui s'en sortent avec de lourdes séquelles. Parmi eux, la Finistérienne Maryse Pellen, qui a perdu sa main dans un accident de car à Quimper en mars 2012. Bonjour Maryse. Bonjour. Merci d'être venue. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, je remonte tout doucement. Bon, on parle avec vous sécurité routière dans un instant. À mes côtés également Frédéric Lorenzo. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Et aujourd'hui, vous avez enquêté sur un conflit entre parachutistes dans le Finistère. Oui, une guerre bien terre à terre finalement. Vous nous expliquez cela dans un instant. Et ce jeudi, malheureusement, Benjamin Bréon n'est pas en plateau avec nous. Notre chroniqueur web est grippé au fond de son lit. On pense à lui très fort. On lui souhaite un bon rétablissement. Et tout de suite, on démarre avec un point sur l'actualité de ce jeudi 26 février. Déplacement ministériel à Brest ce jeudi matin. François Rebsamen, ministre du Travail et de la formation professionnelle, est venu à la rencontre de jeunes en situation précaire. Sophie Lecroisier l'a suivi dans les missions locales brestoises. Je ne voyais pas trop où aller, où m'orienter et tout. J'ai découvert la garantie jeune. Un échange en toute simplicité entre un bénéficiaire de la garantie jeune et un membre du gouvernement. François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, est venu se rendre compte en personne des résultats de la garantie jeune ce jeudi à Brest. Ce dispositif d'aide au retour à l'emploi pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de décrochage a été mis en place dès octobre 2013 dans le Finistère. Souvent on parle wesh, je fais mieux, quoi. Mais maintenant là j'apprends à parler bien comme les adultes, je bégaye pas, enfin franchement par rapport à ça c'est un grand plus par rapport à moi parce que j'avais pas du tout confiance en moi quand je parlais en entretien et maintenant c'est totalement changé, donc c'est ça qui est bien, quoi. Disons que c'était un milieu qui me semblait un peu difficile, j'ai fait beaucoup d'intérim, donc c'est vraiment très précaire. Et là d'avoir pu décrocher un CDI, grâce à ça d'avoir eu l'assurance et le fait d'être suivi, ça permet vraiment de pouvoir voir vraiment ce qu'est le monde du travail et l'entreprise. 860 Finistériens bénéficient de la garantie jeune, un contrat d'1 an renouvelable qui donne droit à une allocation mensuelle de 433 €. En échange, le jeune s'engage dans une recherche de formation ou d'emploi. Ce dispositif coûte à l'État environ 5 200 € par jeune Finistérien accompagné pour 1 an. À l'échelle nationale, c'est 164 millions d'euros de budget qu'il faut financer. L'Union européenne aide la France à hauteur de 75 millions d'euros, et ce jusqu'en 2016. Cette aide, elle doit être poursuivie, elle doit être amplifiée à partir de 2017 et ne pas s'arrêter. Et pour qu'elle ne s'arrête pas, et c'est la demande des pays européens, il faut que ça marche. Donc il faut qu'on s'y mette tous. La France est pionnière en la matière. Je pense qu'on va arriver à faire bouger les choses pour qu'elles soient pérennisées et qu'après 2017, au moins jusqu'en 2020, l'Union européenne poursuive cet effort. Le gouvernement souhaite étendre le dispositif et accompagner 50 000 jeunes d'ici fin 2015, puis 100 000 en 2017. Alors Frédéric, c'est donc la guerre des parachutistes en Finistère. Oui, je nous disais à l'instant, une guerre bien terre à terre. Pourtant, en effet, il s'agit de conflits personnels avant tout et qui ont abouti à une situation de blocage. Et en cause, il y a du matériel, des parachutes et un avion dont certains parachutistes aimeraient pouvoir avoir la jouissance et d'autres qui en revendiquent la priorité et la propriété. Pardon. On regarde votre reportage. Si vous habitez le Finistère et que vous voulez vivre un tel moment, c'est possible. Régulièrement, des sociétés privées organisent des sauts en tandem au-dessus de Ouessant, notamment. Pour pratiquer régulièrement en club dans le Finistère, c'est plus dur. Ces deux paras sautent régulièrement. Ils ont voulu monter un club avec une école. Ils s'y sont cassés les dents. Depuis 2013, nous sommes sans matériel, donc sans parachute, sans avion. Du matériel qui appartient au Finistère, qui a été financé par le Finistère, qui est monopolisé sur une plateforme dans le 56. Donc nous avons donc eu une décision du tribunal le 20 octobre 2013 qui nous donnait raison sur les revendications que l'on avait par rapport à cette situation et ce système qui était en place depuis pas mal d'années. Donc notre demande et notre souhait était de récupérer ce matériel pour pouvoir pratiquer avec les jeunes de la Pointe Finistère. Le seul club qui possède du matériel est installé sur l'aéroport de Guiscriff, dans le Morbihan.
Nos deux paras ont bien essayé de se rapprocher de ces pratiquants et de rapatrier la discipline dans le Finistère, à Morlaix ou même à Brest, sans succès. Ils sont épaulés dans leur démarche de création d'une école de parachutisme par cet élu de l'Office des sports de Brest. La première chose qui m'a interpellé, ils avaient un projet d'école de parachutisme sur Brest Métropole, Guy Pava. Je trouve que c'était super, quoi. Je suis étonné. Il y a eu des décisions de justice, il y a eu des tas de choses. Il y a eu Enfin bref, j'arrive pas... Et c'est invraisemblable pour quelqu'un de l'extérieur. Désormais, le litige qui oppose les différents parachutistes finistériens se règle devant la justice. Ils se retrouveront au tribunal de Lorient le 9 avril prochain, dans le Morbihan, une fois de plus. Alors Frédéric, qu'est-ce qui va se passer le 9 avril prochain à Lorient ? Mais les deux parachutistes que nous avons vus, Jérôme Thébault et Dominique Kervestin, devront répondre de vol. En fait, après avoir organisé une élection au comité départemental du parachutisme, ils s'estimaient donc propriétaires du matériel acheté par ce comité il y a quelques années. Accompagnés de la gendarmerie, ils ont donc récupéré ce matériel le 23 octobre dernier. Et il s'agissait de parachutes et d'un élément de l'avion. Et puis, l'ancienne équipe qui avait été démise de ses fonctions lors de l'Assemblée générale, qu'elle conteste, a porté plainte pour vol. C'est un petit peu compliqué tout ça. À nouveau, gendarmerie et récupération du matériel, retour du matériel à Guiscriff. C'est donc pour un vol sous contrôle de la gendarmerie que nos deux parachutistes finistériens vont passer devant le tribunal de Lorient. Et dans ces conditions, selon leur avocat, ils ne risquent pas grand-chose. C'est assez insolite. Alors, à part la justice, quelle est la position de la Ligue de parachutisme dans ce bras de fer ? Puisque la Ligue, c'est l'organisme qui chapeaute normalement les clubs. Alors, elle veut apaiser les tensions. Elle rappelle qu'il y a une école de parachutisme déjà en Bretagne. C'est Meucon, à côté de Vannes. Alors, il est très contraignant de monter une école selon la Ligue. Il faut en effet du matériel, des moniteurs diplômés et puis des conditions optimales, notamment pour la météo. C'est d'ailleurs l'un des arguments des opposants à l'installation d'une école à Morlaix ou à Brest. Selon eux, la météo du Nord Finistère n'est pas compatible avec la pratique du parachutisme. En fait, c'est en partie vrai, mais Guiscriff n'a pas des conditions météo beaucoup meilleures que chez nous. Bon, voilà. Et pourtant, le parachutisme obtient de bons résultats en Bretagne. Oui, il y a 1500 pratiquants recensés. Il y a un pôle espoir du parachutisme qui enregistre 2 titres de champion du monde en freestyle et en free fly. Ce sont des disciplines du parachutisme. Il reste que l'accès au plus grand nombre pour le parachutisme semble un peu compliqué en ce moment en Finistère. Il y a juste une école, c'est celle de Guiscriff, mais elle est en sommeil actuellement au regard des difficultés avec la justice qu'il y a en ce moment dans le milieu du parachutisme finistérien. Et puis, il y a eu sans doute un déficit de contrôle dans les années passées. En effet, dans le milieu du parachutisme, on peut pratiquer ces sauts en tandem que l'on a vu à l'image. Il en coûte 250 à 300 € pour chaque saut, ce qui permet aussi de financer la pratique des pratiquants réguliers. Mais c'est vrai que ça attise aussi les convoitises, puisque les clubs peuvent disposer de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Merci beaucoup Frédéric. Comment se porte l'immobilier dans le département ? Si le contexte s'est amélioré, les investisseurs restent frileux. On regarde les explications de Julie Sicot. Dans cet appartement de plus de 50 mètres carrés refait à neuf, la cliente scrute tous les détails. Donc au niveau des vitrages, vous avez des vitrages aussi au battant. Donc au niveau de l'ouverture, c'est l'aération. Les clients sont beaucoup plus exigeants forcément, puisqu'il y a beaucoup plus de produits à vendre. Comme il y a du choix, ils prennent aussi un peu plus leur temps et ils ne veulent pas forcément perdre d'argent. Les volumes de vente dans l'immobilier ont légèrement augmenté pendant l'année 2014 dans le Finistère. Le neuf, en revanche, ne fait plus rêver. La vente de terrains à bâtir a baissé de plus de 20%, ce qui fragilise le secteur de la construction. Les maisons et les appartements anciens remportent le plus de succès. Pour qu'un bien se vende, il y a son prix par rapport au marché. Maintenant, si on a un facteur emplacement intéressant, un bon état général et en plus une vue, c'est forcé que les prix augmentent. Maintenant, effectivement, quand on est sur des quartiers plus loin du centre-ville ou plus difficiles d'accès, avec des concentrations d'immeubles plus importantes et moins de maisons, forcément ces secteurs-là sont plus difficiles à vendre.
Avec des prix médians de 135 000 € dans le Finistère, en dessous des tarifs nationaux proches de 153 000 €, le contexte immobilier s'est amélioré. Tout concorde pour que le secteur reparte à la hausse. Sur des secteurs comme Brest, par exemple, l'investisseur locatif peut espérer une rentabilité brute de 6 à 8%. Donc, compte tenu des prix bas, donc, à comparer avec un taux d'intérêt pour investir avoisinant les 2%. Donc, ce sont des bons indicateurs pour espérer une reprise de l'immobilier. Il y a un élément que l'on ne maîtrise pas évidemment, c'est l'élément confiance, qui est un élément important au niveau économique. Donc il faut une reprise de confiance des acquéreurs pour se lancer dans l'investissement. En plus de ce bon contexte, le gouvernement essaie d'inciter à la reprise avec la loi Pinel qui favorise l'acquisition de logements neufs et le prêt à taux 0+, le fameux PTZ+. Un pain à l'eau de mer, un produit insolite développé par un jeune boulanger de Quiberon. Ce pain a trouvé ses adeptes du côté de la presqu'île morbihannaise. Rencontre avec cet artisan qui ne manque pas d'idées. Au robinet, j'ai pas d'eau de mer, donc je suis obligé d'aller chercher à la criée. Viens vous prendre de l'eau. Allez, viens, suis-moi. Le boulanger met les pieds à la criée. Un univers loin de son four et de son pétrin. Et pourtant, cette visite, il risque de la répéter souvent. Brendan Bihan vient remplir son jerrycan pour réaliser ses pains à l'eau de mer. Ça m'est venu, j'étais en train de boire un café en terrasse au Colibri face à la mer. Et puis j'avais reçu peut-être ma facture quelques jours avant, d'eau. Et puis je me suis dit, il y en a marre de payer de l'eau encore, des factures d'eau. C'est trop cher, donc je dis je vais aller pomper l'eau de la mer, de la baie de Quiberon, comme ça au moins je ne paierai plus l'eau et je ferai du pain avec. Une trouvaille potassée pendant 1 an et demi pour arriver au résultat ultime, un pain naturellement salé au goût iodé, cuit pendant 1 heure et demie à l'ancienne sans levure chimique, mais avec un levain dont la racine est vieille de 50 ans. Le pain à l'eau de mer, c'est surprenant, mais le boulanger aime les défis. Quand on sort un produit que personne ne fait, il y a quand même le risque d'avoir un retour négatif. Là j'ai de la chance, il est quand même plutôt positif. Donc ils reviennent en acheter, donc c'est quand même bon signe. Oui, excellent signe puisqu'en 2 jours il a vendu 400 pains à l'eau de mer. Ses clients en réservent même. Ce pain à l'ancienne se conserve 10 jours et pèse de 300 grammes à 20 kilos. Un pain de seigle made in Quiberon, audacieux comme le jeune entrepreneur. À 18 ans, il ouvre sa première boulangerie, à 19 la seconde. L'ambitieux artisan l'avoue, son idée peut paraître folle. Les gens ont été surpris parce que c'est sûr que c'est quand même pas dans les mœurs. Donc, mais bon, je pense qu'ils commencent à me connaître. Le succès n'est sans doute pas près de s'arrêter. Le pain à l'eau de mer plaira sûrement aux vacanciers estivaux. Peut-être le carton de la presqu'île jusqu'au nouveau coup de poker du boulanger. Marie Spellen, le 17 mars 2012, vous partiez au ski dans le cadre d'un séjour organisé par votre entreprise. Le quart de la société Salin, dans lequel vous voyagiez avec 24 autres personnes, n'a pas dépassé Quimper puisqu'il s'est retourné dans le rond-point de Gourvilly. Un accident grave dans lequel une dizaine de personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Vous êtes l'une de ces 3 personnes puisque vous avez perdu votre main. Marie, cet accident a bouleversé votre vie. Est-ce que vous avez un souvenir clair de ce qui s'est passé ce jour-là ? Oui, tout à fait. Je me rappelle vraiment de tout. Et ces images, ces bruits, ça va faire bientôt 3 ans, je les ai toujours en tête. C'est marqué, c'est des cauchemars, j'imagine. Enfin voilà, ça reste. Oui, les cauchemars fréquents. Oui. Alors, vous n'avez plus votre main. Comment on réapprend à vivre après un accident comme celui-là, quand on devient handicapé après un accident brutal? Comment ça se passe? Alors, au tout début, je n'ai pas trop réalisé parce que j'étais dans l'euphorie, j'étais en vie, j'avais réussi à tenir le coup. Et c'est après vraiment quand j'étais au centre de rééducation à Carpape que voilà, j'étais face à la réalité, quoi. Je n'avais plus ma main, il y avait des miroirs partout. J'allais apprendre à travailler avec une prothèse. Voilà, on ne reconnaît plus son corps, j'imagine, au début. C'est un gros choc, on se pose plein de questions. Oui. Je n'osais plus me regarder la prothèse, on vous la propose assez rapidement Oui, parce que j'étais hospitalisée quand même presque 5 semaines à la Cavale Blanche et j'ai dû aller sur Carpape au mois de mai. Donc c'est vrai que là, on m'a montré les prothèses, montré qu'est-ce qui se faisait. Donc là, c'est rassurant parce qu'ils font quand même de très belles prothèses maintenant. Donc, ouais. Bon, après, voilà, c'est un corps étranger, il faut...
Apprendre à vivre avec, Voilà, dans les gestes puis, du quotidien. Oui, tout à fait. Donc j'étais à Carpape pour apprendre justement à utiliser la prothèse myoélectrique. C'est la prothèse qui a un système de pince. Là, prochainement, j'irai de retour à Carpape pour faire l'essai de la prothèse bionique, celle qui a les doigts articulés. Qui vous permettra de faire tous les mouvements du quotidien. Les séquelles, ça c'est les séquelles physiques, elles sont déjà énormes. Il y a des séquelles psychologiques aussi. J'imagine qu'on ne se remet pas peut-être encore plus lentement que des séquelles physiques. Oui. Après, ça dépend de chacun, mais pour mon cas, les séquelles psychologiques sont plus importantes. Donc ça se passe comme il y a une thérapie Oui, c'est parce que c'était surtout la nuit où je faisais quand même beaucoup de cauchemars. Donc, du coup, il y a la fatigue qui s'installe et c'est un petit peu le cercle vicieux. Et oui, on m'a proposé l'hypnose. Et ça a fonctionné? Je trouve que ça a bien marché sur moi en tous les cas. Ouais. Après, les séances de relaxation et bon, après les entretiens réguliers avec la psychiatre qui fait du bien parce que j'ai beau bien arranger avec mon mari, les amis, on ne parle pas pareil à sa famille qu'à un professionnel. Il y avait la psychologue aussi qui est intervenue sur le lieu d'accident. Donc quand je parlais du car, elle savait de quoi je parlais et ça c'est important. Alors une fois, il y a eu un procès, le conducteur a été condamné. Est-ce que cette étape a permis aussi, dans les étapes de reconstruction psychologique, était une étape importante? Oui, parce que je n'avais pas vu le chauffeur, comme il y a eu changement de chauffeur en plus. Donc moi j'étais à l'étage, je ne l'avais pas vu. Alors mettre un visage sur le chauffeur, ça fait du bien, quoi. Ouais. Alors est-ce qu'on trouve facilement, après un accident grave comme ça, le soutien d'associations, d'organismes publics? Enfin, comment on est soutenu après ça? Non, on se retrouve un petit peu... C'est plutôt avec les autres personnes qui étaient dans le car avec vous. Oui, tout à fait. Là, c'est très important. On a tous vécu le même drame et on sait de quoi on parle, quoi. Parce que c'est vrai que les gens de l'extérieur sont loin d'imaginer les horreurs qu'on a pu voir. Oui, parce que le car ne ressemblait plus à rien. Et c'est vrai que parler avec les autres victimes... La sensation qu'il n'y a qu'entre vous, finalement, que vous pouviez vraiment vous comprendre et exhorter un petit peu Oui, ce sont devenus vraiment on ne se connaissait pas tous. Hein. Ouais. Ce sont devenus vraiment de vrais amis, quoi. Des fois, on n'a pas besoin de parler, on se comprend. Un simple regard. Ouais. Alors, vous passez du temps au centre de rééducation de Carpape, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. C'est là qu'on vous contacte pour participer à la nouvelle campagne de la sécurité routière. Comment ça se passe? Vous répondez oui tout de suite? Ah oui, j'ai sans hésitation. C'est vraiment... Pourquoi? Parce que voilà, j'ai vécu un drame et je voulais vraiment sensibiliser les conducteurs. Conduire avec un excès de vitesse, comme ça a été notre cas, sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, des médicaments classe 3 par exemple, ou téléphonie au volant, peut entraîner simplement la vitesse excessive comme c'était le cas. Ça peut entraîner des accidents avec des graves conséquences pour le chauffeur, mais surtout pour les victimes qui n'ont rien demandé comme nous, quoi. Il faut peut-être quand même signaler que le chauffeur n'avait pas consommé de produits stupéfiants dans votre cas. Juste la vitesse excessive, défaut de conduite. Alors, on va regarder ce nouveau spot de la sécurité routière dans lequel vous jouez. Combien de temps? Combien de temps allons-nous continuer? Continuer à croire que 100 blessés graves par jour, ça n'est pas si grave que ça. Continuer à croire que réparer les corps peut suffire à réparer les vies. Continuer à croire que ceux qui survivent pourront revivre comme avant. Continuer à croire qu'un accident de la route ne dure qu'une seconde, alors qu'il peut durer toute une vie. Continuer à croire que derrière chaque corps blessé, il n'y a qu'une seule vie blessée. Continuer à croire que les accidents de la route sont une fatalité, alors que c'est à nous d'agir pour les éviter. Rendre la route plus sûre ne dépend que de nous. Maryse, qu'est-ce que vous en pensez de ce spot? Vous qui l'avez vécu de l'intérieur avec le tournage, vous le trouvez Il est très joliment bien fait. Ouais. Vraiment, ouais. À la fois choquant, mais finalement, enfin choquant, il marque des esprits suffisamment. Moi, je pour trouve vous. que Maryse apparaît très bien dans ce spot. En tout Maryse est cas, très jolie. Elle est mise en valeur, en tout cas. Merci. Mais non, mais vous avez été contente du résultat? Oui, très content. Mais après, moi, choquée, non.
Marqué en tout cas. Enfin, je me suis trompée avec le mot choqué parce que pour le coup, c'est vrai qu'il n'est pas trash comme il y a eu déjà des spots de la sécurité routière, mais pour le coup, il marque profondément les esprits. Oui, c'est la réalité. Quoi. Dans un accident, des fois, on ne sort pas indemne, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se retrouvent en fauteuil, paraplégiques, tétraplégiques, des personnes amputées. Dans l'accident, j'ai quand même un très bon collègue là qui a perdu ses 2 jambes. Donc c'est la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. C'est tous les jours sur les routes de France. Participer à cette campagne et s'engager comme ça pour sensibiliser les conducteurs, ça fait partie de votre thérapie. Vous considérez ça? Oui. Ça vous aide? Oui, l'handicap a un sens là. Voilà, l'handicap m'a permis de faire ça justement et il fallait que je fasse quelque chose après l'accident pour sensibiliser les gens. J'y ai pensé très rapidement. Et il y a autrement excusez-moi. Oui, vous avez entrepris d'autres actions, de témoigner localement, parce que là, c'est vrai que vous touchez toute la France, du coup, avec ce spot qui est diffusé sur les ondes au niveau national. Mais est-ce que vous avez aussi, autour de vous, parlé de la prévention Oui. Bon, après, notre accident était très médiatisé. Donc c'est vrai fait aussi naturellement par les médias. Oui, quand on me questionnait, je n'hésitais pas à répondre. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'en ai beaucoup parlé. Il faut en parler justement pour que les gens réagissent. Et vous avez le sentiment que ça porte ses fruits dans votre entourage sans doute, mais sur des gens qui vous côtoient, mais de façon peut-être plus large? Il y a un impact. Oui. Je vois au niveau des commerçants, beaucoup me posent des questions. Donc, après, c'est vrai que moi, je n'ai pas hésité à dire que je faisais partie du spot de la sécurité routière et que sur le site de la sécurité routière, justement, il y avait des interviews qui expliquaient les accidents. Et je disais, moi aussi, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais non. C'est ça la phrase. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors les chiffres de la sécurité routière dans le Finistère sont légèrement en baisse en 2014. C'est quand même la bonne nouvelle, même si c'est seulement avec 3 tués de moins qu'en 2013. On reste quand même à 38 personnes tuées sur les routes du département. Et le nombre de blessés s'élève en 2014 donc à 756 contre 769 en 2013. Alors la première cause de ces accidents, c'est toujours les conduites addictives, alcool et stupéfiants. Et puis vient ensuite la cause de la vitesse excessive et le non-respect des priorités. Alors concernant l'alcool au volant, justement, l'Université de Bretagne occidentale sensibilise actuellement les étudiants sur le sujet. Et Frédéric Lorenton, vous avez rencontré un des intervenants de la sécurité routière, excusez-moi, on l'écoute. On a actuellement un taux moyen d'1,80 g par litre de sang en taux d'alcoolémie moyen 1,80 g. Donc c'est important. Il faut rappeler que la norme à ne pas dépasser, c'est 0,50 g. Donc on est là dans le département au-dessus, bien au-dessus. Donc il y a encore des progrès à faire, à réaliser pour diminuer le nombre de tués sur la route. Voilà, et je rappelle donc que le conducteur du car lors de votre accident était en défaut de conduite et en vitesse excessive et non sous l'emprise de l'alcool. Maryse, vous étiez déjà une conductrice prudente avant l'accident. Comment ça s'est passé pour reprendre le volant? Parce que vous avez donc eu une voiture adaptée à votre handicap. Comment on reprend le volant? Après, on se remet comme ça à sa voiture, on va sur les routes. Alors, j'ai repassé mon permis à Carpap. Ouais. Donc ça a été dur parce que j'ai dû remettre mon ancien permis. Donc c'était pour moi difficile parce que... Vous avez vécu ça comme une injustice? Oui, parce que je remettais mon permis alors que ce n'était pas ma faute. J'y étais vraiment pour rien et c'est une partie de nous qui sont... Et ça n'a pas été si facile que ça de reprendre le véhicule parce que dès que je voyais, c'est toujours d'actualité de toute façon, dès que je vois un car ou un gros camion, je ne suis pas à l'aise. J'évite de dépasser les cars parce que je ne me sens pas bien. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup Maryse Pellen pour votre témoignage. Et tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce vendredi sur TBO, place à votre rendez-vous culinaire avec bien dans votre assiette. Yvon Etienne et Pierrick Leroux vous proposent un repas à moins de 4 € par personne. Désolé, aujourd'hui c'est dur. On regarde un extrait. Nous avons devant nous, préparé par notre ami Pierrick Leroux qui prend soin de notre bourse, un menu complet avec en entrée soufflé au fromage. Tout à fait. Pommes de terre farcies. Et en dessert
mandarines givrées, je disais, et petits moelleux au chocolat. Et le tout pour 5 balles par personne. Voilà. Moi, même pas, puisqu'il y a Non, 4 €. 4 € par personne. 4 €. Oui. 4 € par personne. Tout à fait. Et je vous dis un truc, allez chercher ça dans le civil. Voilà, et c'est donc à 19h ce vendredi. Merci beaucoup Maryse, merci Frédéric d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain soir à la même heure et d'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.